Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Killer USD dans laquelle on parle d'analyse technique, d'analyse fondamentale aussi, et en bref de trading, d'investissement. Donc on parle vraiment de plein de choses et particulièrement aujourd'hui on va parler de crypto-monnaie vu qu'on va faire l'analyse complète de l'Ethereum. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum? Donc on a vu cette plongée incroyable au niveau des 2500 $ et cette liquidation historique qu'on a vue sur l'Ethereum. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu donc ce qui s'est passé. Alors j'ai déjà partagé une analyse juste ici, donc une analyse, donc un article d'analyse technique que vous pouvez retrouver donc sur mon profil TradingView ou sur mes différents réseaux. Et dedans, j'explique déjà pas mal de choses, donc je vais pas forcément revenir en détail sur tout ce que j'ai expliqué. Je vais rapidement expliquer quand même pour ceux qui ont eu du mal un petit peu avec toutes ces notions. C'est vrai que l'écran est blindé, hein, il y a beaucoup de choses. Donc on va tout simplement démystifier un petit peu tout ça, retirer toutes les zones d'ombre que vous avez pu avoir lorsque j'ai partagé cet article. Alors déjà, numéro un, on est dans une tendance qui vient d'être cassée. On avait une tendance haussière sur l'Ethereum. Donc on avait une tendance haussière. Bon, je reviens pas sur les concepts basiques, hein, mais selon la théorie de dos, c'est assez simple de reconnaître une tendance haussière. Et du coup, elle a été cassée avec ce nouveau creux qu'on a juste ici. Donc cette mèche qu'on a juste ici. Donc cette mèche qui est affichée en blanc sur mon écran. C'est cette mèche finalement qui va venir invalider la tendance haussière. En plus de ça, on n'a pas formé un nouveau sommet plus haut que les précédents. Donc on a finalement formé un range. Alors pour l'instant ça va, c'est pas très méchant parce qu'on est toujours à l'intérieur de ce range, mais déjà c'est très problématique parce qu'on est venu finalement invalider le précédent creux donc du 5 août. Alors c'est très léger, c'est un dépassement qui est vraiment très léger, mais c'est un dépassement qui quand même invalide la tendance précédente. Alors déjà, bon, ça c'était la première chose. La configuration qu'on avait juste ici, donc au niveau du sommet, donc c'était un double top qui a été confirmé par la suite par une cassure des EMA, donc des Exponential Moving Average, et par la suite, ça a été validé avec ce qu'on appelle une croix de la mort, donc une death cross. J'aime pas trop le dire en français parce que ça fait pas très joli, mais en gros, une death cross, c'est l'une des choses les plus importantes quand il s'agit de validation de tendance. C'est-à-dire que là, très clairement, on est dans une tendance baissière, ou du moins à court terme, ça c'est évident. Maintenant, à long terme, il va falloir finalement se, se, se maintenir en dessous de cette death cross pour pouvoir être en tendance baissière à long terme. Pour l'instant, on est vraiment, j'ai envie de dire, entre les deux. Hein, c'est-à-dire que on a toujours cette possibilité de repartir au-dessus, possibilité qui invaliderait donc la tendance baissière, et donc ça ferait qu'on repartirait en tendance haussière, mais déjà à court terme, là on est clairement en tendance baissière, vu qu'on vient d'afficher cette death cross. Alors on avait aussi donc une divergence donc au niveau des sommets, donc au niveau du double top, donc on avait cette divergence RSI. Donc ça c'est plus d'actualité vu que finalement elle a déjà été validée par la Death Cross. Chose que je constate aussi, c'est les volumes très élevés donc au niveau de la cassure et au niveau de la Death Cross. Donc ça c'est un indicateur qui me permet de valider donc le momentum baissier. Alors c'est très négatif pour moi du point de vue de l'analyse technique. Il n'y a rien à dire, c'est très négatif. Et l'avantage de l'analyse technique, c'est justement le fait que c'est très binaire. C'est-à-dire soit on est haussier, soit on est baissier. Et là, j'ai rien d'autre à dire à part le fait qu'on est baissier. Alors maintenant, les raisons qui ont mené à cette baisse. C'est aussi très important de bien comprendre les raisons parce que c'est ça qui va te permettre de finalement de savoir sur le long terme, est-ce qu'on va continuer cette baisse ou est-ce qu'il y a une possibilité de reprise. Donc les raisons, elles sont relativement simples. Donc je les ai affichées donc sur X. Alors, je vais juste revenir sur. Alors je sais, je suis un grand malade mental. J'ai 15 000, j'ai 15 000 choses affichées en même temps. Bon, j'étais en train de faire mes analyses, donc c'est aussi pour ça. Mais donc les raisons fondamentales, donc je les ai affichées dans ce thread sur X, dans lequel vous avez tous les détails en fait de pourquoi est-ce qu'on a eu cette grosse liquidation.
Alors la liquidation finalement, elle fait suite à la sortie de DeepSeek, hein. Souvenez-vous, je vous avais partagé une analyse donc sur au sujet de DeepSeek, donc elle est juste ici l'analyse. Donc c'est une analyse sur le Nasdaq, donc je l'avais partagé en pré-market, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore le gros mouvement qu'on a eu. Donc j'avais partagé, j'avais expliqué qu'on devrait avoir un mouvement baissier. Finalement, ça n'a pas du tout loupé vu on est parti chercher donc au niveau des 20 600. Alors juste après, ça s'est repris. Mais ça reste quand même très très chaud actuellement sur le Nasdaq, donc les valeurs technologiques américaines, et sur les indices aussi en général, donc notamment par rapport à DeepSeek, mais aussi, comme on va le voir, donc par rapport aux tarifs douaniers qui sont venus un petit peu gâcher la fête, j'ai envie de dire, et gâcher cette hausse qu'on avait depuis un certain temps sur les indices. Alors petite parenthèse, vraiment toute petite parenthèse, je tiens à remercier encore une nouvelle fois la rédaction TradingView de nous avoir sélectionnés. Donc on a encore été sélectionné dans le choix de la rédaction. C'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que ça signifie que quand même on est parmi les meilleurs analystes sur la plateforme TradingView et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à la rédaction, merci à vous tous qui soutenez le travail et surtout les amis, continuez de soutenir, likez, partagez, abonnez-vous. C'est la seule manière qui me permet moi de gagner en visibilité. Donc si jamais vous voulez soutenir le travail, vous avez rien à faire, rien à faire de plus, ni à payer, ni quoi que ce soit. Tout est totalement gratuit. Mais c'est vrai qu'en en contrepartie, avoir des likes, du soutien, c'est très important. Donc fin de la parenthèse, on revient sur notre analyse. Et donc on avait cette histoire donc de DeepSeek, donc qui est expliquée dans mon analyse. Donc si jamais t'as pas suivi, tu peux aller checker l'analyse, tout est expliqué dedans. Donc on avait aussi donc les tarifs douaniers, donc les tarifs douaniers de Trump. Donc l'histoire, donc ça a commencé avec la Colombie, donc il avait affiché 25% pour la Colombie. Ensuite, il avait parlé du Canada, du Mexique. Entre-temps, bah, forcément, Trump, hein, si tu as tradé lors de son premier mandat, tu dois savoir tu dois savoir de quoi je te parle. Trump est très bluffeur. C'est un mec qui joue énormément avec le bluff. Donc il a des intérêts. Parfois ses intérêts sont pas très bien compris. Et donc bah, il n'hésite pas à faire des coups de bluff. Donc pour les tarifs douaniers du Canada et du Mexique, finalement, ça a été reporté parce qu'ils ont accepté certaines conditions, etc. Donc on va voir, mais ça nous rappelle vraiment qu'il faut faire très attention avec Trump, il faut être vraiment très prudent, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il va faire. Parce que derrière, ben, il y a cette histoire de bluff, il a des intérêts qui sont pas toujours évidents. Donc personnellement, quand il a parlé des tarifs douaniers, je m'attendais pas forcément que le lendemain, il allait dire, enfin la veille de l'application de ces tarifs, il allait dire non, on reporte pour un mois, etc. J'ai trouvé un arrangement. Mais ça me rappelle simplement qu'il faut être très prudent avec lui et qu'il faut comprendre que parfois, ben, il a certains intérêts qui sont pas forcément compris et pas forcément évidents. Donc voilà pourquoi on a eu cette grosse baisse avec la reprise, c'est-à-dire que bon, ça c'est les tarifs douaniers. Donc la grosse mèche qu'on a juste ici, donc ça c'est les tarifs douaniers, puis la reprise vu que bah, finalement ils ont été annulés, donc les marchés se sont repris. On a cette mèche qui s'est produite quasiment sur tous les altcoins, le Bitcoin aussi, donc on a quasiment 2 milliards de liquidations en 24 heures, ce qui est énorme. Hein, il me semble que ça a été historique, qu'on n'a jamais eu une liquidation aussi élevée. Donc on a vraiment atteint un ATH au niveau des liquidations. Donc ça c'est vraiment très bah, ça nous indique vraiment qu'il faut faire 2 fois plus attention, tout simplement. Donc 2 milliards de liquidations, ça veut dire que beaucoup de personnes ont perdu leur argent, tout leur compte, tout leur capital, et notamment, bah, particulièrement, qui se fait avoir, bah, particulièrement ceux qui tradent avec des effets de levier démesurés et non calculés. Troisième point, donc c'est l'inflation de l'Ethereum. Alors, chose qui peut paraître surprenant vu qu'on avait la mise à jour de Merge, et je rappelle que la mise à jour de Merge donc, était censée nous faire passer en mode déflationniste sur l'Ethereum. C'est-à-dire que l'un des avantages qui était mis en avant par la mise à jour de Merge, donc par la mise à jour, le passage du Proof of Work au Proof of Stake, devait nous faire passer en mode déflationniste. C'est-à-dire qu'on devait avoir plus d'Ethereum brûlés et donc plus d'Ethereum brûlés que d'Ethereum créés, et donc une déflation
au lieu d'avoir, comme on a actuellement, une inflation. C'est-à-dire qu'on voit sur ce graphique, donc ça c'est le nombre, finalement, la supply d'ETH, donc l'offre disponible d'Ethereum, et on voit qu'on avait une grosse baisse, donc à partir de deux merges, donc une grosse baisse, mais actuellement on est reparti à la hausse et on arrive finalement sur le point de départ, donc sur le point zéro. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va pas tarder à passer en inflationniste. Et ça, ben, c'est très mal perçu par le marché, vu qu'une des raisons principales de l'existence de la crypto-monnaie, c'est justement le contrôle de l'inflation et particulièrement ben, ce qui est vraiment apprécié ces derniers temps dans le monde de la crypto-monnaie, c'est vraiment les mécanismes déflationnistes. Donc ça, c'est très, très, très négatif. Ça, c'est un des points que j'ai noté qui est pour moi le plus négatif. Donc tout à l'heure, on a vu donc le price action, on a vu les news, donc le court terme, hein, c'est-à-dire que les tarifs douaniers de Trump, DeepSeek, etc., tout ça, c'est du court terme. Mais là, c'est vraiment des fondamentaux beaucoup plus long terme et je pense beaucoup plus, qui ont un poids beaucoup plus important. Donc notamment ce facteur-là, j'ai vu très peu de personnes en parler, mais personnellement, je pense que c'est un facteur qui est beaucoup plus important et qui va peser lourd sur la balance et dans ce bull run. C'est-à-dire que tant que Ethereum est inflationniste, je pense qu'on pourrait continuer beaucoup plus bas. Et ça, vraiment, il faut le garder à l'esprit que bah, c'est quelque chose qui est surveillé par les institutionnels. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle pas, au niveau des institutionnels, on parle pas énormément d'Ethereum, on parle beaucoup plus de Bitcoin. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé en mode inflationniste? Donc c'est principalement à cause des Layer 2, donc Optimism, Arbitrum, Polygon, etc. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui permettent de réduire les frais de gaz. Or, le burn d'Ethereum est basé sur les frais de gaz. C'est-à-dire, plus il y a de frais de gaz, plus il y a d'Ethereum brûlé. Donc, moins il y a de frais de gaz, moins il y a d'Ethereum brûlé. Et donc, bah, c'est pour ça que bah, finalement, on passe en mode inflationniste. Et ça, je le dis, bah, c'est très, très, très négatif pour Ethereum. Donc, actuellement, donc on s'est repris. Mais donc la tendance de fond, donc notamment avec ce facteur-là fondamental, me fait penser personnellement qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors si jamais on dépasse ce niveau-là, si jamais on sort du ranch, ça serait vraiment un signal très 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 négatif. Pour l'instant, on n'y est pas, on est toujours à l'intérieur du ranch, donc ça c'est relativement positif. Mais pour pouvoir supposer une reprise haussière, il faut impérativement passer au-dessus de ce cercle jaune, c'est-à-dire au-dessus du dernier sommet. Il faut passer au-dessus du dernier sommet et donc au-dessus de la dead cross et donc bah, former une golden cross. Donc tant qu'on est sous la dead cross, c'est baissier à court terme et à moyen terme. Maintenant, si on passe au-dessus de au-dessus de la dead cross et donc on forme une golden cross, là, ça pourrait être éventuellement haussier. Mais comme je l'ai dit, maintenant qu'on n'a pas plus d'informations donc par rapport au mécanisme d'inflation et tant qu'on n'a pas bah, de nouveautés par rapport à ça, je pense que c'est très négatif et que bah, logiquement bah, on pourrait avoir un Ethereum qui continue de baisser ou en tout cas qui reste dans ce range-là pendant un certain moment. Donc ça, c'est vraiment les deux scénarios négatifs. Le scénario positif, bien sûr, c'est que Ethereum, comme je l'ai expliqué, dépasse la dead cross, forme une golden cross, et puis bah, qui sortent du range par le haut et qui partent chercher des nouveaux plus hauts. Parce que bah, pour l'instant, contrairement à Bitcoin, il n'a pas formé de nouveaux plus hauts par rapport au dernier bull run. Alors maintenant, dernier point, et ça va être plutôt positif pour Ethereum. Donc le dernier point, donc c'est la mise à jour qui a été annoncée par Vitalik. Alors, chose très positive quand il s'agit d'Ethereum, c'est qu'on a régulièrement des mises à jour. Donc ça, c'est une des choses, moi, qui me fait croire personnellement en Ethereum, donc au long terme, surtout au long terme. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des turbulences, mais au long terme, Ethereum devrait rester toujours une crypto-monnaie de poids, de taille, et devrait rester dans le top 5, je pense, au minimum. C'est-à-dire, il pourrait, à la limite, vraiment dans un avenir assez lointain, perdre sa place de numéro 2. Mais en tout cas, dans le top 5, ça c'est certain. Je pense que Ethereum, pour l'instant, continuera de rester dans le top 5 par rapport notamment à ces mécanismes de vote et de mise à jour. Donc, on a une mise à jour. Alors, cette mise à jour, c'est Pectra.
donc elle est prévue pour mars 2025, donc c'est dans un mois. Cette mise à jour, donc c'est deux mises à jour, ça regroupe deux mises à jour, une mise à jour de la couche d'exécution, une mise à jour de la couche de consensus, et on va voir en détail en quoi consiste cette mise à jour. Donc on a pas mal on a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de passer très rapidement, mais j'essaierai de vous le mettre en description, donc de mettre toutes mes recherches en description. Donc on a déjà numéro un, donc l'augmentation de la capacité des validateurs. Donc jusqu'à présent, les validateurs pouvaient poser que 32 Ethereum dans un nœud de validation, donc pour pouvoir contribuer à la validation. Donc là, on va passer à 2000 Ethereum, ce qui est énorme, c'est 64 fois plus. Alors ça, ça permettrait donc de réduire le nombre de validateurs nécessaires pour sécuriser le réseau, donc diminuant ainsi la charge informatique et améliorant l'efficacité. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'objectif est de faciliter la gestion des nœuds et réduire les frais de transaction pour les validateurs. Alors ça, c'est l'aspect positif. Moi, j'ajouterais un aspect négatif considérable, c'est la centralisation. Or, la centralisation, c'est, j'ai envie de dire, l'inverse de la mentalité de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que de base, la crypto-monnaie, c'est plus là pour décentraliser. Le concept de décentralisation est au cœur de la crypto-monnaie. Et donc, bah, ça, c'est très problématique et je sais pas encore comment est-ce que ça va être interprété par le marché, mais ça peut vraiment être interprété comme étant très négatif, vu que dans le monde de la crypto-monnaie, on déteste la centralisation. Le concept de base, c'est décentralisation. Donc, c'est un petit peu contraire, j'ai envie de dire, aux valeurs de la crypto-monnaie. Alors, deuxième point, donc l'amélioration de la scalabilité et avec l'augmentation du nombre de blobs. Alors, l'Ethereum continue d'optimiser le proto Danksharding, euh, donc avec une augmentation donc du nombre de blobs par donnée. Donc actuellement, donc on est à 6 blobs par bloc de données. Donc avec Pectra, donc ça compte doubler ou tripler. Donc ça permettrait donc d'avoir une réduction des coûts de transaction sur les layers 2 et donc une amélioration de la vitesse des transactions. Donc ça, encore une fois, c'est beaucoup plus pour les layers 2. Maintenant, bah, ça va aggraver finalement, ça va aggraver le problème qu'on a vu juste avant, donc le problème de l'inflation. Parce que si les layers 2 sont encore plus utilisés qu'aujourd'hui, et ben forcément, il y aura encore plus d'inflation si on n'a pas trouvé de solution par rapport à ça. Alors, troisième point, donc mise en place de nouvelles fonctionnalités pour les smart contracts. Donc ça, j'ai vu que c'était très positif. Alors, la numéro 2 aussi est positif, hein. Pour moi, c'est très positif. Maintenant, il n'y a que le fait que bah, c'est que pour les layers 2, finalement, c'est beaucoup plus positif pour les layers 2, qui va peut-être poser problème à long terme si on trouve pas de solution. Donc, je le précise bien. Alors, pour le numéro 3, donc ça, c'est super positif, super bullish. Donc, on a une amélioration des fonctionnalités des smart contracts. Donc, ça va permettre aux wallets externes d'avoir des fonctionnalités avancées similaires aux contrats intelligents, rendant les interactions plus efficaces. Et numéro 2, donc ça va permettre aux wallets classiques de se comporter comme des wallets de smart contract. Donc ça va faciliter forcément bah, la transition vers des fonctionnalités plus avancées. Donc ça va faciliter l'utilisation et donc l'utilisation des smart contracts. Et donc plus les smart contracts sont utilisés, plus ils sont intégrés, et plus bah forcément plus le réseau gagne derrière et prend en poids et en valeur. Parce que jusqu'à présent, c'est relativement compliqué de créer des smart contracts. Alors je vois qu'il me reste 2 minutes, donc je vais faire très très vite. Donc on a l'amélioration de la gestion des frais de transaction donc sur donc sur la blockchain, donc optimisation des coûts de gaz, notamment pour les développeurs. L'objectif est de rendre le réseau moins coûteux à utiliser pour les dApps. Donc ça, c'est pareil, très positif, parce que jusqu'à présent, Ethereum avait perdu une grande part de marché par rapport à son coût très élevé. Donc notamment des applications qui se sont retrouvées beaucoup plus sur Solana, sur Toncoin, etc., sur d'autres blockchains, beaucoup plus accessibles et beaucoup moins chères. Alors sécurité, efficacité renforcée, donc là on parle de alors, la couche de consensus donc va être améliorée, la stabilité, la sécurité du réseau. Donc par contre, j'ai pas eu d'informations sur comment est-ce qu'ils comptent le faire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez ces infos. Donc l'impact global, donc moins de congestion, frais de transaction réduits, sécurité améliorée, expérience utilisateur simplifiée. Donc il y a pas mal de choses positives, mais comme je l'ai expliqué, il faut rester prudent parce qu'on a quand même quelques points négatifs et surtout le gros point négatif, c'est comme je l'ai expliqué, donc la centralisation. Les deux gros points négatifs, c'est ça, donc la centralisation, donc avec le fait qu'on a
Donc on a une centralisation donc des validateurs. Et la deuxième chose négative, donc c'est le fait qu'on résout pas finalement le problème de l'inflation qu'on a vu juste ici. Et donc pour moi, bah, ça c'est assez problématique. Voilà les amis, j'essaie de faire le plus vite possible. Je ferai une autre vidéo de mise à jour. Je vous dis à très bientôt. Ciao.